Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série des vidéos de présentation concernant la mise en place des services Linux en mode minimaliste, nous allons voir comment on installe et comment on configure de manière à rendre opérationnel un service DNS sous Linux. Il s'agit en l'occurrence du service Bind et on va envisager une configuration minimaliste que l'on complétera progressivement, mais pas dans le but d'en faire quelque chose de particulièrement sophistiqué ni sécurisé, simplement pour essayer de comprendre quelles sont les astuces, les bonnes pratiques, les pièges à éviter pour arriver à faire fonctionner le service. Donc dans la vidéo qui va suivre, vous allez donc assister à la mise en place en partant de zéro. Nous voici donc dans cette nouvelle vidéo de présentation de services minimalistes sous Linux. Et donc l'objectif, ça va être d'installer, de configurer de manière simpliste, mais néanmoins en fait fonctionnelle, un serveur DNS. Alors pour fonctionner, on va en fait utiliser notre machine de base qui a servi déjà à élaborer plusieurs services. Et on va installer le service DNS Bind. Alors Bind, c'est, si on s'en tient à l'article de Wikipédia par exemple, donc le démon qui porte le nom Bind, c'est en fait un service DNS. Alors j'avais expliqué dans une autre présentation plus détaillée concernant la mise en place du DNS, l'origine, l'histoire un peu de ce service, mais il faut savoir que ce service est un des services les plus répandus, les plus utilisés au monde dans la sphère internet et même dans la sphère privée. Donc ce service a pour vocation d'être un serveur DNS, qui soit sécurisé ou non, qui soit dynamique ou non, c'est la solution pratiquement à tous les besoins de DNS. Donc, alors pour faire notre intégration de Bind, il va falloir que l'on installe ce programme. Alors pour ça, il nous faut un accès internet. Alors comme ma machine est une machine virtuelle, je vais d'abord m'assurer au niveau des réglages réseau qu'elle est en capacité d'accéder à internet. Donc là c'est pas le cas. Par exemple pour accéder à internet avec VirtualBox, soit je me mets en NAT, soit je me mets en privé, et à condition bien entendu que je sois connecté sur un réseau réel qui accède à internet. Alors je vais me mettre en NAT, ça va faire correctement le job. Et puis je mets une adresse IP dynamique, puisque j'ai une box qui me permet d'accéder à internet, qui fait office de serveur DHCP. Je vais donc me mettre en DHCP dynamique. Alors il suffit de taper DH-client-V si vous voulez voir ce qu'il se passe, V comme verbose, et d'attendre patiemment que ça vous rende la main. Ici on voit que j'ai une adresse IP 10.0.2.15 qui a été activée. Je vérifie très rapidement que j'accède à internet en envoyant un ping sur une adresse connue et habituelle. Et puis je vais essayer de pinguer un nom de domaine aussi pour m'assurer qu'il résout les noms. Voilà, c'est le cas. Alors à partir de là, première opération, apt update. Alors, je ne redétaille pas toutes ces opérations qui ont maintes fois été expliquées, mais sans détailler, mais néanmoins juste en expliquant que je me synchronise sur les serveurs de dépôt concernant ma distribution. Ici il s'agit d'une Debian. Bon, on voit que ça rend la main, donc tout ça est correct. Maintenant apt search, c'est pour rechercher, et je vais chercher bind. Donc vous voyez que ça défile, parce que bind est en fait un mot-clé qui est présent dans beaucoup de descriptifs. Donc on va faire une recherche un peu plus ciblée. Bon, alors on voit que ça va là encore très vite, à chaque fois il y a le mot bind, et du coup on va faire un pipeless pour freiner la recherche page par page. Et regardons tout en haut, en partant du haut, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.
cette ligne qui contiennent le mot bind en début de texte. Donc on voit qu'ici la deuxième ligne en partant du haut, c'est la bonne. Alors bind 9 stable, voilà. Un petit peu plus bas, vous pouvez voir bind 9 utils, qui est aussi important à installer que bind lui-même. En fait, ce sont des utilitaires qui gravitent autour du programme principal, qui permettent notamment de faire son administration et d'opérer en fait des opérations de sécurisation. Donc on va installer ces deux produits, bind 9 et bind 9 utils. Bon, alors, en fait, quand on installe normalement juste bind 9, il doit nous suggérer bind 9 utils et il va le prendre. Alors oui, voilà. Donc il nous dit que si on prend la cinquième ligne en partant du haut, il nous dit que des packages additionnels vont être installés. Il s'agit de bind 9 utils en l'occurrence, et puis d'une librairie. Donc on valide. Et voilà, ça va assez vite. On peut voir qu'il se passe tout un tas de choses, notamment il y a un groupe, il y a un utilisateur qui sont créés, qui s'appelle BIND, du nom du programme. Voilà, alors pour la suite de cette présentation, je vais me remettre en mode pont, par exemple, et ça va être plus simple en fait pour moi de pouvoir ensuite prendre le contrôle à distance en réalité. Donc, alors ici vous avez vu, j'ai tapé dhclient-v-r, ici là si vous regardez la première ligne, ça a consisté à rendre l'adresse IP, donc j'ai plus d'adresse IP, et maintenant je fais dhclient-v, et je vais me caler sans doute sur mon réseau, voilà. Dernière ligne, on voit que j'ai changé d'IP. Donc, alors, on va changer de écran, je vais me connecter sur cette adresse IP et voilà. Mot de passe, nous y voilà. Je vais en profiter pour agrandir un petit peu mon profil. Je pense que non, c'est bien, on va le laisser comme ça. Voilà, donc c'est pas mal. Donc bind. Alors bind, une fois installé, on doit avoir un dossier bind qui se trouve ici, donc dans ETC, qui contient un certain nombre de choses que vous pouvez voir ici, notamment plusieurs fichiers qui commencent par la lettre DB, les lettres DB. Alors ces fichiers sont en fait des fichiers de zone qui contiennent les informations de notre serveur DNS, et tous les autres fichiers excepté le rndc.key qui est l'avant-dernier là ici, et celui-là, donc c'est à dire en fait ces quatre là ainsi que celui-ci, non plus exactement ces quatre là pardon, sont des fichiers de configuration, et c'est essentiellement là-dessus dans un premier temps qu'on va agir. Alors commençons par le début. Le fichier le plus simple au niveau de la config, c'est celui-ci, donc on va l'ouvrir. Et vous allez voir que il contient un certain nombre de lignes ici de texte. Et le double slash qui est au début permet de passer ces lignes en tant que commentaire. Donc ce sont des lignes comme ça que vous pouvez enlever parce qu'elles n'agissent pas sur les services, elles sont là pour le documenter. Et puis vous avez trois lignes qui dans l'ordre sont exécutées, d'abord celle-ci, ensuite celle-là, puis finalement cette troisième ligne. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en fait, c'est comme si on incluait ici le contenu du fichier name.conf.options, c'est-à-dire en fait tout ce qui aurait écrit dans ce fichier là, qu'on va pouvoir voir tout à l'heure, est écrit ici par ce concept d'inclusion. Et ensuite, une fois que c'est fait, à la suite en fait, puisque ça vient après, il y a cette ligne là, qui va chercher tout ce qu'il y a dans le name.conf.local, et finalement il y a celle-là. Alors, moi, quand on cherche à mettre en place son service pour la première fois, si on prend l'hypothèse que c'est notre cas, imaginons que ce soit la première fois qu'on mette ce service en place, et qu'on se soit un petit peu documenté au préalable,
ben, on verrait qu'on a intérêt à être le plus basique possible pour éviter d'avoir trop d'erreurs à chercher si des fois ça se passe pas comme on veut. Et alors notamment ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de commenter cette troisième ligne qui va en fait venir surcharger votre config mais qui la rend pas indispensable. Donc, et vous verrez après, on aura l'occasion d'y revenir pour comprendre pourquoi c'est peut-être intéressant de le faire ou de ne pas le faire, en tout cas voir à quoi sert cette ligne. Il nous reste donc ces deux lignes. La première c'est le name.conf.options, l'autre c'est le name.conf.local. Alors je vais quitter ça pour enregistrer. Et on va ouvrir ce fameux fichier options. On voit là aussi, par le concept des déclarations ici de commentaires, qu'il y a beaucoup de lignes en commentaire. Elles ne sont pas toutes, mais presque. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de dire tout de suite? Vous voyez qu'ici, c'est essentiellement un fichier dans lequel on va mettre des options. On ouvre une accolade, il faut donc penser à rechercher l'accolade qui correspond et qui est orientée de l'autre côté. C'est donc celle-ci. Et à l'intérieur de cette accolade, on met nos options, nos directives d'options. La plus intéressante à voir dans un premier temps, c'est celle-ci, qui nous indique que le répertoire, directory ça veut dire répertoire, est par défaut à la racine var, ensuite cache, ensuite bind. Ça veut dire qu'ici, en fait, vont se trouver nos informations de DNS. Non pas notre configuration, puisque elle, on vient de le voir, elle se trouve dans etc bind, mais les informations. Et ces informations s'appellent les fichiers de zone. Donc c'est dans ce dossier que généralement on a l'habitude de mettre nos fichiers de zone. Et si on veut changer, il faudrait changer cette ligne. Voilà, alors ça c'est un premier point à observer, et moi je vous suggère de le respecter, parce que si vous changez, vous serez peut-être soumis à des contraintes d'autorisation d'accès à ces nouveaux dossiers que vous allez créer peut-être, qui vous obligeront à y penser et puis à maintenir un niveau d'accès ce qui n'est pas toujours facile et qu'on a tendance peut-être à oublier. Alors ensuite, si on va voir plus bas, on s'aperçoit qu'il y a une directive ici qui nous permettrait, dans une rubrique qui s'appelle Forwarders, d'indiquer ici des adresses qui pourraient être utiles. Alors à quoi ça sert? Les forwarders sont désignent des adresses de serveurs DNS, donc ici il faudrait mettre des adresses de serveurs DNS, auxquelles on enverrait toutes les requêtes que l'on ne serait pas capable de résoudre sur place. C'est-à-dire si notre serveur Linux ici n'est pas capable de répondre à certaines requêtes clients, il les enverrait à l'adresse ou aux adresses, si vous en mettez plusieurs, qui seraient indiquées ici. Et donc ici, la bonne idée, la bonne pratique, c'est d'indiquer les ou l'adresse du serveur DNS de votre fournisseur d'accès Internet, parce que c'est celui qui est le plus proche de vous dès que vous quittez votre réseau. Et avec les règles de filtrage en matière de sécurité aujourd'hui, il est très souvent nécessaire de l'utiliser directement, parce que certaines opérations doivent être validées par ce serveur DNS. Par exemple, quand vous faites des envois ou des renvois de mails, si le serveur DNS de votre fournisseur d'accès n'a pas été celui qui vous a observé, qui a pu vous observer travailler, c'est une façon d'exprimer les choses, observer travailler, ça veut dire que c'est auprès de lui que vous avez fait les requêtes, et le fournisseur d'accès peut mettre en place un blocage de vos requêtes. Et ça, c'est notamment dû au renforcement des règles anti-spam, par exemple. Donc, pour résumer, la bonne pratique, c'est d'indiquer ici les adresses des serveurs DNS de votre fournisseur d'accès. Bon, moi, pour l'instant, ici, je ne vais rien mettre, mais c'est ce que je mettrais si j'avais à aller plus loin. Un petit peu plus bas, on a une directive ici qui permet en fait de gérer le mode de fonctionnement de la sécurisation de nos requêtes. Alors le mode de fonctionnement, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait quand nos requêtes ne sont pas sécurisées,
ou quand la clé de sécurisation, c'est-à-dire qui permet de crypter les données, serait expirée. Et par défaut ici, il est à auto, ce qui veut dire que le système va s'adapter. Il ne va pas exiger une sécurisation. La sécurisation, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi faire? Parce que si quelqu'un arrive à écrire ou à modifier des données dans vos fichiers de DNS, ça peut engendrer une espèce de piratage ou de détournement, ce qui s'appelle l'IP spoofing. Donc il faut empêcher la possibilité de modifier ou d'écrire quelqu'un qui serait extérieur, ou bien quelqu'un qui ne posséderait pas la clé de cryptage. Maintenant, c'est pas une obligation, mais il faut savoir que le piratage des services DNS est monnaie courante et donc ça peut provoquer des problèmes importants. Donc, et puis après vous avez une ligne ici qui vous dit que elle est à no par défaut. Alors ça permet de traiter les requêtes pour les domaines non existants. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on fait quand une requête vers un domaine non existant est traitée? Ici, comme on met un no, on envoie, enfin le serveur envoie un message d'erreur, comme quoi la requête n'a pas été traitée. Donc c'est mieux, c'est comportement par défaut, et si on se met à accepter tout et n'importe quoi, ça va pas aider le client à comprendre qu'il y a un problème, si toutefois il y a un problème. Donc il faut laisser un no par défaut, enfin c'est en tout cas ce que je conseille. Dernière ligne avant l'accolade, listen on v6, listen on, ça veut dire que le serveur va se mettre à l'écoute sur ses cartes réseau en fonction des adresses IP qui sont dans les accolades. Donc ici any veut dire toutes, donc il se met en écoute IP v6, c'est pour ça qu'il y a marqué v6 ici. Ça veut dire en fait qu'il va traiter toutes les requêtes formulées en IPv6, quelle que soit l'origine de la requête. Maintenant, si on mettait ici une adresse IP ou une série d'adresses, il n'accepterait de traiter les requêtes IPv6 que si elles provenaient de ce qu'on aurait indiqué ici. Bon, par défaut, la valeur étant any, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Alors, dernière chose avant de partir vers la suite de l'exploration, ici il y a listen on v6, mais en fait vous pouvez parfaitement, alors d'ailleurs je vais le faire, comme ça ce sera plus clair, vous pouvez parfaitement écrire une ligne comme ça, mais vous mettez rien derrière, vous mettez une accolade, et voilà, ici on aura, vous voyez c'est très proche, sauf que j'ai pas v6, donc ça veut dire que j'écoute sur IPv4, quelle que soit la source, j'accepte de répondre aux requêtes. Voilà, alors on va quitter, la ligne que je viens d'ajouter n'est pas obligatoire, mais elle est implicite en fait, elle est inscrite par défaut, donc si vous la rajoutez, ça ne fait que préciser et la rendre visible, mais en fait elle est là par défaut. J'enregistre mon fichier, donc nous avons vu name.conf.option, on a vu qu'ensuite il y avait name.conf.local. Le name.conf.local, c'est le fichier le plus intéressant, le plus important. Pour nous, pourquoi? Parce que c'est dans ce fichier qu'on va inscrire notre configuration, c'est-à-dire les déclarations de nos zones. Et ça va permettre d'indiquer à notre serveur DNS qui doit faire, qui doit prendre en compte des données qu'on va lui indiquer ici. Alors, qu'on ne sait pas comment démarrer, quoi écrire ici, on se documente bien entendu. Ici, vous êtes là pour être guidé par cette présentation que je suis en train de vous proposer. Mais imaginons que moi-même, je ne sache pas exactement comment démarrer, comment écrire. Je peux utiliser des petites astuces, comme par exemple ici, me dire, bah tiens, ici, il semblerait qu'il y a une ligne là, qui pourrait faire, qui pourrait intégrer ici des données, qui se trouveraient donc dans zone.rfc 1918. Donc je vais aller voir ce fichier, pour voir un peu comment il est construit, essayer de comprendre comment ça marche. Alors c'est le fichier qu'on voit ici tout au bout à droite là, et qui s'appelle zone RFC 1918. Donc je vais l'ouvrir et
on va regarder comment il est construit. Et alors, regardez. Il suffit de créer des déclarations sous cette forme-là. Une ligne, une déclaration. Vous voyez, donc là, il y en a pas mal. Et vous pouvez voir que vous avez... Bon, alors, on ne va pas détailler le rôle de tout ça, hein, mais vous avez ici la syntaxe qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a le mot zone, ensuite il y a des guillemets, ensuite il y a une accolade, ensuite il y a type avec un point virgule, ensuite il y a file avec des guillemets, un point virgule, et ensuite on ferme l'accolade. Donc on peut l'écrire comme ça, ou bien on peut l'écrire par indentation, c'est-à-dire qu'on va rendre plus lisible en découpant nos instructions colonnes, enfin en fonction des colonnes, mais on va les répartir sur des lignes. Donc c'est généralement la bonne pratique. Donc on a vu comment ça marchait, on va revenir dans notre zone.conf.local et on va commencer à écrire un petit peu ce qu'on a vu. Donc ici ça démarrer comme ça, et donc ici on écrit zone, on met des guillemets et on met le nom de la zone DNS qu'on veut traiter, dont on veut s'occuper. Alors je vais inventer un nom tout simple, tout bête, sans forcément de stratégie derrière, hein, c'est pour la démonstration. Alors je vais l'appeler azerty.labo. Je ferme mes guillemets et on a vu que derrière, normalement, on poursuivait qu'une accolade. Donc voilà. Et au lieu de continuer, je vais aller à la ligne et je vais écrire mes directives à la suite. File. Alors file, ça veut dire le fichier lequel, quel fichier existe. Mais pour l'instant, ce fichier n'existe pas en fait. C'est ce que nous allons devoir créer tout à l'heure. Donc je vais inventer un nom de fichier, mais moi je vous suggère de mettre un fichier qui soit en rapport avec le nom de la zone que vous êtes en train de déclarer, et peut-être de lui donner un nom soit préfixé, soit suffixé, pour rappeler qu'il s'agit du DNS par exemple. Alors on pourrait l'appeler azerty.dns, pourquoi pas. Et on met un point virgule. Alors ce fichier, il va contenir nos informations de zone. Et avant d'aller plus loin, on peut dire que dans ce fichier, il y aura, en conformité avec ce qu'il faut absolument respecter, c'est-à-dire la structure normale d'un fichier de zone DNS, il y aura les informations qui feront correspondre les noms de nos machines aux adresses IP qu'elles ont. Et qui déclarera notamment quel est le serveur DNS et quel est le serveur DNS autoritaire pour gérer cette zone. Alors, cette zone que je suis en train de déclarer, elle est une zone maître principale, donc c'est ce qu'on appelle un type master. Une fois que j'ai fini ça, je peux fermer mon accolade, et normalement, alors l'accolade que j'ai fermée ici en fait coïncide avec celle que j'ai ouverte là, et à l'intérieur de laquelle, si je veux indenter pour comprendre ce que j'ai fait, je pourrais faire quelque chose comme ça par exemple. Vous voyez ? Bon, après, on a vu qu'on pouvait faire ça. C'était tout à fait possible de faire ça. Après, c'est moins facile à lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la vue de ce que vous pouvez observer ici. C'est plus simple, c'est vrai. Mais est-ce que c'est plus clair? C'est pas sûr. Bon, très souvent, vous verrez cette structure pas forcément économique en termes de lignes, mais très souvent, voilà, ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est plus facile de débugger en cas de problème, parce que s'il nous dit par exemple erreur à la ligne X, il suffit de se rendre sur la ligne X et il n'y a pas 50 000 choses à voir sur cette ligne. Donc moi je vous suggère grandement de respecter cette façon de faire. Je vais quitter et je vais enregistrer ce fichier et je vais à nouveau retourner dans mon fichier tout à l'heure pour reprendre visuellement la syntaxe, voir si
je me suis pas trompé. Alors j'avais mis des guillemets après le mot zone, il en faut. Ensuite j'avais mis une accolade. Et donc ça revient à faire ça. Ensuite j'avais fait ça. J'avais écrit file. Et j'avais indiqué entre guillemets le nom de fichier. Ensuite j'avais mis un point virgule et j'avais fermé ici. Et alors en fait j'avais écrit type master ici. Et ce qui revient au même en fait que l'écrire ici ou l'écrire au-dessus. Donc ça revient au même. Donc il semblerait que on n'ait pas fait d'erreur. Donc on va quitter, on va revenir dans notre fichier, on va essayer de réexpliquer ce qu'on a mis dedans. On va se débarrasser du superflu déjà. Pour un premier exercice, c'est bien de supprimer ce qui pourrait nous gêner. Et il nous reste ce que nous avons écrit. Donc on résume, on a déclaré une zone, on ouvre une accolade, on a indiqué le fichier dans lequel ces informations sur cette zone seront présentes, on indique que la zone est de type mètre et on ferme l'accolade avec un point virgule. Donc ça paraît correct. Quelques mots sur ce fichier avant de quitter ce fichier de config. Ce fichier, c'est donc ce que l'on appellera le fichier de zone, et c'est lui que nous allons créer dans cette suite. C'est le fichier le plus compliqué à créer, et pour le créer, on va s'inspirer d'un fichier existant pour éviter les erreurs. Ensuite, on le renommera, enfin on va voir comment on va opérer. Il faut se souvenir du nom qu'on a mis ici. Maintenant, où sera stocké ce fichier? Si vous vous souvenez bien, et on va y retourner pour voir, ce fichier, il doit se trouver à l'endroit indiqué ici, donc dans var cache bind. Si on le met ailleurs, il faudrait préciser son chemin absolu. Je vous remontre dans cette directive ici. Par exemple, faire un truc comme ça, c'est tout à fait classique. Oui, alors non, pardon, je fais n'importe quoi. Faire un truc comme ça, pardon de cette erreur. Pas décidément. Voilà, ça prend forme. Ça, c'est tout à fait classique d'écrire cette ligne-là. Mais par contre, ça sert à rien. En plus, j'ai mal écrit, alors décidément, je vais recommencer. Voilà. Donc, c'est tout à fait classique là d'écrire cette ligne-là. Mais ça change rien de le mettre ou pas mettre le début, puisqu'en fait, il est déclaré dans le fichier name.conf.option. Donc il suffit de mettre ça et ça sera suffisant. Voilà, alors cette première étape de mise en place de la config est terminée. Et on va s'arrêter ici sur cette mise en place, le temps que vous puissiez faire votre installation, commencer votre mise en place, réfléchir au nom de zone que vous allez donner. Et puis dans la présentation qui suivra celle-ci, nous allons démarrer notre service DNS, voir comment on peut traquer d'éventuelles erreurs et corriger éventuellement, ou en tout cas interpréter les erreurs qu'on pourrait y trouver, s'il y en a bien sûr. Et ensuite on passera à la réalisation de la zone DNS, c'est-à-dire comment on va construire nos données. Et finalement on fera des tests, mais ça sera dans une présentation supplémentaire que l'on dédiera à cette opération de test et de contrôle. Voilà, terminé pour cette présentation. Mettez en place votre maquette, commencez à préparer le terrain, et dès que c'est terminé, que vous avez pu rédiger votre config, et bien vous envisagez de passer à la suite qui sera donc là les premiers tests avec la mise en marche.